Bonjour, et bien, merci de nous suivre en ce début d'après-midi. Voilà, nous reprenons les sessions des RADI, les rencontres animation, développement, innovation. Cet après-midi, nous démarrons avec l'open source. Et cette année, on va s'attacher à Blender, à avoir des retours d'expérience. Et nous aurons deux studios avec nous, donc le studio Cube, représenté par Valentin Morisseau et Swan Martinez, et le studio Superprod, représenté par Jean-François Sarrazin et Félix David. Voilà, alors comme vous le savez, chaque année, on vous évoque, depuis 6 ans qu'existent les RADI, le développement d'outils open source, partagés, de communautés qui collaborent à faire évoluer ces outils. Et là, cette année, nous commençons vraiment à avoir des usages. Alors, même si par le passé, on a déjà entendu l'effet spécial, on a de véritables expériences. Alors, on va commencer par Cube, Valentin et Swan. Alors, je ne sais pas quel commence entre vous. Voilà. Rapide introduction. Alors, justement, vous l'utilisez donc déjà. Oui, ça fait... on vient de livrer notre première série. On a terminé le projet, qui est 52 fois 11 minutes. Enfin, c'est pas exactement ce format-là, mais je vais en parler juste après. Eh ben, vas-y. Allez, c'est parti. On y va. Voilà, du coup, donc ça c'est toutes les petites choses qu'on a fait et qu'on va faire à Cube. Il y en a certaines qui sont faites sur Max, d'autres sur Blender. Ce qu'on va parler précisément aujourd'hui, c'est du travail de Swan, qui est un travail de recherche sur le travail collaboratif en temps réel. Donc voilà, tu nous as déjà présenté. Je suis Valentin Morisseau. Bonjour Swan. Le logiciel libre chez Cube, je vais essayer d'aller assez vite même s'il y a plein de chiffres. On a commencé fin 2017, on s'est dit qu'on allait passer sur Blender. On a fait des premiers tests de rendu. Début 2018, on a refait un des trailers qu'on avait fait pour un autre studio, enfin pour un client. On a refait un trailer qu'on avait fait hors pipe juste pour tester Blender. En été 2018, on s'est dit qu'on allait commencer un autorig, on a pu faire des petites pubs avec ça. Et les premiers outils de cette dresse, et donc le vrai pas qu'on a fait vers la série, c'est automne 2018, puisqu'on a commencé la production de la série, dont je vais parler juste après, avec ces outils de cette dresse. Swan est arrivé fin 2018 pour son travail de thèse, dont il va parler juste après, et c'est en 2019 et en 2020 qu'on a fait cette première série. Aujourd'hui, on en est à 3 séries qui sont soit terminées, soit en cours de fabrication chez nous. Comme je le disais, il y a donc Mush Mush, la série qui a été la première qu'on a faite, qui est aujourd'hui terminée, 48 x 11 et 2 x 22. Et on a 2 fois 52 x 11 minutes qu'on fait pour TF1 et France Télévisions, qui sont Tangra Animaux, qu'on fait sur 2 sites, et Pirate, qu'on fait sur 3 sites. C'est ce que je disais aussi juste avant. On a déployé une partie de ce pipe chez un prestataire étranger, et on est aujourd'hui, puisqu'on fait partie du groupe Xilam, en partenariat avec des studios de Xilam à Lyon pour faire la série Pirate. Et en 2017, alors, qui est-ce qui a eu l'initiative? C'était plutôt au niveau de la direction ou c'est un dialogue en fait, depuis toujours la question était latente chez nous. On s'est toujours demandé qu'est-ce qu'on allait faire, si on allait passer à Blender ou pas, parce que l'open source c'est vraiment, chez nous, c'est toujours une question, surtout côté dev en fait, où l'open source est partout, tous les logiciels, toutes les librairies, tout ça c'est déjà de l'open source. Donc faire passer ça côté fabrication, c'était toujours une question. Et parce que on a senti que c'était possible, on y est allé. Mais c'est un commun d'accord de la direction, la supervision, la R&D. Tout le monde s'est dit allons-y. Et c'est en prévision. Alors je me rappelle plus quand la 2.8 est sortie, mais c'est à peu près quand la 2.8 de Blender est sortie. Et non, justement, on a fait ce choix un peu avant. La 2.8 était dans les tuyaux, il me semble. Et on s'est dit il ne faut pas y aller tout de suite parce qu'on a besoin d'un logiciel qui est stable, qui est production ready. Et on est aujourd'hui, là les 3 séries qui sont faites sur la 2.79. Alors, je dis pour tous ceux qui nous écoutent, en fait, et qui ne connaissent pas obligatoirement parfaitement les différentes versions de Blender, que la 2.8, ça a été quand même un changement assez radical sur l'interface. Ouais. Et donc, évidemment, si on doit passer et former un certain nombre de graphistes, autant le faire sur la nouvelle version, et ça ne servait à rien de démarrer sur la précédente. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Ouais. Il y a 3 ans, c'était un choix moins évident. De toute façon, le travail de Swan est sur Blender 2.8. Voilà. Oui, parce qu'entre ce qu'annonçait la fondation Blender et la réalité... nous, on a besoin de savoir que ça marche pour se lancer, c'est sûr. Tout à fait. Voilà. Du coup, aujourd'hui,
on produit un peu les films en fait, de la même manière qu'une voiture. Au fur et à mesure de la production, en fait, on s'est appuyé sur une suite d'étapes linéaires et interdépendantes. De ce fait, on s'est mis à cloisonner, à isoler les artistes dans des départements, dans des tâches individuelles. Ils n'ont donc aucune vision globale de la production d'un projet. Ils n'ont qu'une très faible connaissance du avant et du après. Et lorsque des problèmes surviennent, il faut revenir en arrière et repasser à travers les étapes de production. Et ça coûte cher, humainement et en argent. En fait, entre les étapes de production, on partage un résultat et non un processus. Et c'est ce qui est à la racine du cloisonnement et de la rigidité qu'on connaît aujourd'hui dans nos chaînes de fabrication. Et nous pensons que le collaboratif temps réel peut changer ça. Notre objectif à Cube Creative, ça a été d'étudier ce qui se produisait lorsque des artistes 3D étaient amenés à créer ensemble, en temps réel, de voir si c'était concevable et de voir ce qu'il allait émerger en termes de workflow et de data flow. Alors, ce n'est pas un sujet tout à fait nouveau. Les premières solutions qui s'y apparentent datent de 2001, avec notamment Okaki, qui est un site de dessin collaboratif en ligne. Au moment où nous nous sommes lancés en fin 2018, de ce fait, un certain nombre de solutions existaient déjà. En revanche, on notera qu'aucune de ces solutions ne permettait la mise en place de la collaboration temps réel au cœur de la fabrication, dans un DCC. On a donc dû développer notre propre solution. Par la suite, en 2020, on a vu une explosion des solutions sur le marché. Ça démontre l'intérêt certain de l'industrie pour ces pratiques. Au final, on a décidé de s'appuyer sur Blender pour explorer le collaboratif temps réel, et ce, pour de bonnes raisons. Tout d'abord, l'accès au code source nous a permis de comprendre aisément les structures de données qu'on allait devoir répliquer à travers le réseau. La communauté, très investie, a été et est toujours l'un des moteurs du développement de notre outil. Enfin, le fait est que Blender permet à lui seul de gérer la quasi-totalité des étapes de production d'un film, plus ou moins bien certes, nous a permis non seulement d'étudier la collaboration temps réel au sein d'une étape de production, de fabrication, mais également entre plusieurs étapes de fabrication, donc d'amincir ces barrières entre départements. Et enfin, le fait est que Blender était utilisé à Cube facilitait énormément la mise en place de sessions, car les artistes y étaient déjà familiers. On a donc débuté les tests en mettant des artistes dans une scène de départ, donc ici une scène de tendre animaux, et on les a mis sans contrainte, avec pour seule consigne d'essayer d'améliorer la scène. Et très rapidement, ils se sont mis à se marcher dessus. Ils rentraient en conflit. Ils ne faisaient rien de productif, comme on démontre la scène résultante. En revanche, on a noté qu'ils avaient le sourire, qu'ils communiquaient et collaboraient sur leurs pratiques pendant la création. Bon, naturellement, suite à cette expérience, on a ajouté un système de droit qui a permis de pallier au conflit. Deuxième essai, on a exploré le background concept collaboratif. L'idée ici, c'est de prototyper un décor en partant de zéro, en utilisant des assets de la production de tendres animaux. Dès le début, on a noté que les artistes partaient dans toutes les directions sans base commune. L'idée, ça a donc été de mettre en place une phase de warm-up pendant laquelle les artistes posaient des fondations communes en début de session. Elle est visible en rouge ici, dans l'image de droite. Une fois cela mis en place, la composition de la scène était devenue bien plus intéressante car les artistes s'étaient mis en commun pour construire une conception commune de l'espace. Arrive maintenant 2020, avec la pandémie, la démocratisation du télétravail. À ce moment-là, il y a eu un véritable intérêt par la communauté envers le multi-user, ce qui m'a conduit à l'adapter naturellement aux contraintes de l'Internet, des connexions à distance. Et en fait, progressivement, il y a une communauté qui a émergé autour de l'outil. Et finalement, ce qui est formidable, c'est que naturellement, on s'est mis à mettre en place et à organiser des sessions publiques, donc sur Internet, où tout à chacun peut rejoindre ces sessions et venir faire partie de l'aventure d'exploration de la création collaborative. Parmi les nombreuses sessions publiques qu'on a fait, du coup, celle-ci est tout à fait intéressante parce qu'elle a mis en lumière, en fait, une répartition des tâches tout à fait appropriée pour les sessions collaboratives temps réel. Je vais lancer la démo et je vais vous expliquer pendant que ça se passe. Donc, l'idée, ça a été, avant que la session démarre, de diviser la scène en une multitude de tâches, les plus petites possibles. Une fois que cette segmentation des tâches avait été effectuée, on s'inspirait des méthodes agiles, et notamment de la méthodologie Scrum, vis-à-vis de l'assignation des tâches. En fait, chaque artiste était libre de choisir ses tâches à la volée.
Pour le rappel, c'est une session publique. Ce sont des artistes connectés des 4 coins du monde qui interagissent en temps réel entre eux. On n'avait pas la connaissance du niveau de chacun. L'auto-assignation des tâches est apparue donc comme idéale, car tout à chacun était apte à juger de son niveau et de ce qu'il avait envie de faire. Il n'y avait bien sûr aucun problème à ce que quelqu'un démarre une tâche, donc par exemple ici la pyramide, quelqu'un avait démarré la modélisation, et que quelqu'un d'autre finisse par faire le shading de cette tâche. Et donc, c'est une manière qui peut paraître très organique, mais jusqu'à maintenant, ça a été la méthode la plus efficace concernant l'organisation du travail lors des sessions collaboratives. Et là, on peut voir le résultat final. Est-ce que des tâches étaient allouées, par exemple, une personne qui faisait des modèles, l'autre les textures, l'autre l'éclairage? C'était une équipe interdisciplinaire. Chacun pouvait faire... Exactement, chacun faisait en fonction de ses capacités. Donc, après avoir fait énormément de sessions, il y a un certain workflow qui a commencé à émerger. Et finalement, on a déduit un peu le déroulement d'une session. Donc, préalablement, avant de commencer la session, l'idéal, c'est d'avoir segmenté la création de la scène en plein de petites tâches, le plus petites possible pour estimer le plus précisément le temps qu'elles prendront. Une fois que ces tâches ont été estimées, on peut débuter par une phase de warm-up. Donc, c'est, comme je le disais tout à l'heure, la phase où les artistes vont se mettre d'un commun accord et vont créer des fondations communes. Mais c'est également et surtout le moment où ils vont discuter collégialement de l'assignation des tâches. Une fois qu'ils ont effectué cette assignation des tâches, ils commencent chacun à travailler et à construire la scène ensemble. Et en fait, ce qui va être absolument fascinant, ça va être un phénomène d'auto-évaluation qui va se produire, où les artistes vont être amenés à recalibrer leur travail par rapport à la scène qui est en cours de création. Et en fait, ça va les induire à faire des retakes naturellement de leur travail, faisant ainsi monter la qualité de la scène. Et ce processus-là d'auto-évaluation qui est absolument inexistant dans les pipelines de fabrication traditionnels, il est complètement inhérent au temps réel dans ce cas-là, parce qu'il dépend de la vision de la scène qui est en cours de fabrication, qu'on n'a absolument pas lorsqu'on est dans une chaîne de fabrication classique. Au niveau de la composition d'équipe, on a mis en valeur la nécessité d'un nouveau rôle, celui de coordinateur. C'est la personne qui va avoir le point de vue global sur la session et qui va être capable de la rediriger et de la fluidifier. Si vous voulez, c'est un peu le chauffeur de bus. Là où dans un pipeline traditionnel, on est sur des rails, on doit filer droit, c'est une locomotive. Dans les sessions collaboratives, on est plutôt dans un bus avec une équipe sur une 4 voies. Il faut conduire ce bus. En fin de compte, au niveau de la composition d'équipe, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, elles peuvent être interdisciplinaires ou spécialisées. On favorise des équipes interdisciplinaires pour la simple et bonne raison qu'elles seules tireront pleinement profit de la collaboration temps réel à son maximum, surtout concernant l'anticipation des erreurs. Enfin, on a constaté qu'au-delà de 6 personnes, il devenait très compliqué de gérer une session collaborative. Donc le 6, c'est un peu le nombre maximum de personnes. Mélanger des différents niveaux est vital, tout simplement parce que en session collaborative temps réel, on a une transmission naturelle du savoir qui se produit et que pour la booster, pour en tirer pleinement profit, il faut mélanger des seniors, des mid et des juniors. Enfin, quelques constats vis-à-vis du workflow. Donc, en suivant le principe d'initiative et de responsabilité dans l'assignation des tâches, on a des sessions qui sont bien plus fluides et bien plus efficaces. Vis-à-vis de la formation, je ne vais pas me répéter, il y a eu une transmission naturelle de savoir qui apparaît tout le temps. Et enfin, comme je l'ai évoqué à certains passages de ma présentation, il y a certains éléments qui s'apparentent avec les méthodes agiles. Donc, ne serait-on pas là en train d'agilifier la création au sein des productions? En fin de compte, pour un peu conclure sur tout ça, la collaboration temps réel, en fait, apporte un aspect qui manque cruellement dans la fabrication aujourd'hui, le social. Ça va venir un peu bousculer, en fait, notre conception de la création en renforçant le nous, là où aujourd'hui le jeu est omniprésent. Donc, on a un peu exploré la création collaborative à l'échelle microscopique, mais qu'en est-il à l'échelle macroscopique, au sein de plusieurs équipes? Ici, le VSE pourrait être une bonne piste comme hub de coordination. Le VSE qui est le module de montage de Blender. Gérer des rigs complexes, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'existe absolument aucun standard de transmission pour les rigs entre les DCC. Avec la collaboration temps réel, intra-DCC, on peut envisager de transmettre ces rigs pendant les sessions. Et enfin,
l'exploration de nouveaux outils de coordination spatiale permettra d'ouvrir de nouvelles voies de communication au sein des sessions. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure. Encore une fois, l'idée, c'est d'impliquer au maximum la communauté et de faire ça ensemble. Donc le lien pour le code source, pour le GitLab. Voilà. Très bien, merci. Avant qu'on bascule, ça va, on va laisser... voilà. Je veux juste dire que des studios en fait qui mettent en place des démarches, notamment autour de Blender, il y a vous, mais il y en a d'autres aussi, par exemple, qui s'intéressent à l'anime 2D en partant de la 3D. Donc en fait, il y a des sujets extrêmement différents qui sont abordés et qui montrent que c'est une plateforme de développement qui va permettre d'agréger un certain nombre de briques et que voilà, chacun ira picorer les briques et si possible aussi y contribuer, parce que ce qui est extrêmement important, c'est que comment dire, une telle stratégie ne peut fonctionner que si des développeurs dans des studios, mais aussi des gens qui sont dans des laboratoires de recherche académique participent de cela. On peut aussi noter qu'il y a un certain nombre de grands groupes, je pense à Nvidia, à Ubisoft, à Epic Games, qui soutiennent aussi cette démarche en cofinançant l'équipe permanente de Blender. Voilà. Eh bien, on va passer à Superprod. Alors, chez vous, votre démarche. Alors, je te laisse commencer. Alors, merci pour cette super introduction qui, en fait, pose les mêmes questions qu'on a pu se poser, qu'on se pose actuellement avec notre projet. En fait, du coup, nous, on développe un projet qui s'appelle Stax, qui est un reviewer qui est basé sur Blender et donc le VSE. Donc on le développe en interne et voilà, il commence à être utilisé dans des départements. Pour l'instant, surtout l'animation, et puis on conquiert les besoins et les attentes de tous les départements, les uns après les autres. Et d'abord, on va parler un peu de l'historique et d'où est venu le projet. Donc je vais laisser Jean-François, quand on a la paternité, vous expliquer l'origine du projet. Merci. Moi aussi, je suis passé à Blender il y a un petit bout de temps aussi, en 2010. Moi, c'était la 2.5 qui m'a fait passer le pas, parce que franchement, l'interface avant la 2.5, c'était vraiment la main de l'Est. À partir de la 2.5, ça ressemble un peu plus à maintenant. Alors, je vais juste faire un petit résumé, je ne me rappelle plus exactement des dates, mais en fait, Blender, ça a démarré dans la seconde moitié des années 90, dans un studio dont je ne rappelle plus le nom. C'était ceux qui faisaient Neo Geo, qui faisaient... c'était Tom Rosendahl, si ma mémoire est bonne. Ouais. Et les versions... bon, alors ils ont eu différents soucis. Après, il y a une entreprise qui a été montée qui s'appelait NAN, qui était une entreprise basée sur le développement de ce logiciel. Je crois qu'ils ont eu des investisseurs, mais après des problèmes financiers qui font que les investisseurs se sont retirés. Je crois qu'on a voulu leur interdire de développer. Il y a eu un procès et où ils ont pu racheter, je crois, pour $100 000 les sources. Et c'est qu'à partir des années 2003-2005, par là, qu'en fait, il y a commencé à avoir une sorte de première version stable qui était la 2.49. En tout cas, celle qui a vraiment tourné à un moment, c'est la 2.49. Oui, non, avant, peut-être 2.41. C'était plutôt dans les 2.3, mais enfin bon, c'est pas... En tout cas, j'avais essayé une première fois, à peine en sortant de l'école, et c'était vraiment pas possible. Voilà, et pour dire la 2.5, c'était vraiment dans les premiers à vouloir... Ils ont commencé à mettre de l'interface qui ressemblait plus à Max, avec des piles de modificateurs, avec des choses où on se retrouvait un peu. Et moi, je connaissais bien Max à ce moment-là. Donc voilà, le passage s'est fait plutôt naturellement. Pour en revenir à Stax, on glisse. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis arrivé chez Superprod. C'est une boîte qui est plutôt Maya, on était plutôt orienté Maya. Et je suis CJSup. Chez Superprod, mon poste est CJSup. Et j'ai rapidement identifié un besoin, c'est de faire de la review et du suivi sur la production, sur les films, en sortant à la tête des tableaux Excel, des pages Shotgun, et en essayant de voir un film. Parce qu'en fait, au final, ce que je fais à la fin, ce que je livre, c'est un film. Donc ce que je veux voir au fur et à mesure de la production, c'est un film qui progresse.
Et Sachant, on peut dire aussi que Shotgun, Mm. c'est le logiciel de suivi de production qui est maintenant commercialisé par Autodesk. qu'on utilise en ce moment, nous, chez Superprod. Moi, Mais, je fais un peu le sous-titrage parce que ouais, des fois, il y a des tout raccourcis. le monde ne connaît pas. Non, c'est vrai que ça paraît évident pour nous, Ouais. il ne faut pas hésiter à préciser. Donc, oui, notre suivi de production, c'est sur Shotgun, mais, comme je disais, l'important, c'est enfin, pour moi, en tout cas, en tant que CG Sup, et aussi pour pas mal de personnes qui fabriquent de l'image, c'est que, tous ensemble, on voit ce film qui progresse. Et donc, naturellement, je me suis dit, tiens, ça peut être vraiment intéressant d'avoir un truc qui fasse un montage automatique, de bout à bout, de la progression du travail. Et j'ai fait ça avec Blender, parce que déjà, j'avais bossé avec depuis 2010, et puis il est facile à coder. Le VSE était plutôt efficace pour coder, donc ça s'est bien passé. Et par contre, j'ai fait un prototype, et je l'ai utilisé de façon un peu, on va dire, restreinte dans Superprod. Il y avait moi, un superviseur d'anime qui touchait un peu, et c'est tout. Puis est arrivé chez Superprod Christophe Archambault, un nouveau CTO. Et Christophe s'est mis à la recherche d'une solution de review. Donc j'ai parlé de ça, il a regardé un peu, ça lui a plu. Bon, le truc c'est que moi je l'avais fait en tant que prototype, donc j'avais un peu hacké directement l'interface, j'ai pas fait ça du tout évolutif. Définir la source directement. Oui, oui. Et du coup, il s'est mis à la recherche d'un développeur, et il a trouvé Félix. Ouais, moi à l'époque, j'étais en pleine étude encore à ATI. Et du coup, je cherchais un stage sur Blender parce que c'était un logiciel que j'aimais beaucoup. Que la 280 arrivait dans 2 mois et qu'on sentait le vent tourner sur les studios, commencent à vraiment s'y intéresser. Et donc, c'est aussi, je pense, dans cette vague-là que Christophe s'était dit ça vaut le coup de tenter. Et du coup, pendant mon stage, j'ai commencé à. L'objectif, c'était de reprendre le prototype qu'avait fait Jean-François et de le passer déjà sur la nouvelle version qui allait arriver. Et de le rendre beaucoup plus portable, donc pas modifier le code directement de Blender, mais avoir un truc en plus par-dessus, voilà, qui fasse qu'on puisse bénéficier des avantages de Blender, des améliorations qu'ils allaient faire par la suite sur les dessins, sur le VSE, tout ça, le VSE qui est le mode d'édition, de montage, et toutes ces améliorations-là qui allaient être... L'idée c'était d'être astucieux, c'est-à-dire que je ne pouvais pas développer un logiciel de review tout seul, mais je pouvais me baser sur ce qui allait être fait et ce qui était déjà fait. Voilà, donc ça a été la première étape. Voilà. Mais du coup, c'est la première. Ça, c'était l'historique. Du coup, le mieux, c'est qu'on va vous expliquer un workflow standard dans Stax et on va vous montrer à quoi ça ressemble. Du coup, Jean-François. Donc ça, c'est le VSE, c'est la partie montage de Blender. Donc ça, c'est pas très connu. Blender, on peut faire aussi du montage avec. C'est pas là où il est le plus fort, mais ça fonctionne bien pour des choses simples. Et donc, comme n'importe quel logiciel de montage, on a des features du genre faire de l'image par image, passer de shot en shot. On a aussi des features de pouvoir travailler juste sur un segment de temps. Donc, on peut faire une zone de temps. Ouais, voilà. Et là, on peut jouer en boucle cette zone de temps. Donc là, on peut vérifier un raccord, par exemple, simplement. Ça, c'est des fonctions natives de Blender, tout ce qu'on voit là. Stax simplifie l'interface. On peut voir aussi donc des pistes. Donc là, on voit plusieurs pistes. On voit l'animation. Et puis, on peut voir une piste, tout à l'heure, on voyait la piste de rendu. Donc, on peut passer de l'animation au rendu. Voilà. Donc, en passant d'une piste à l'autre. Là, vous voyez l'interface un peu simplifiée sur Stax. Alors, au début. Et voilà, donc c'est déjà une des premières choses que Stax propose. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que Stax n'est pas un logiciel de montage. C'est-à-dire que Stax permet de faire de la review et met à disposition les outils de Blender pour faciliter la review. Le montage n'est pas du tout son fer de lance. C'est plus vraiment Stax est vraiment envisagé comme une bibliothèque de fonctionnalités en plus pour Blender pour faciliter la review. Voilà. Et donc, un des aspects fondamentaux de la review, c'est la comparaison. C'est-à-dire qu'un shot, je dois pouvoir comparer avec des étapes de travail antérieures et des versions. Donc là, vous voyez dans Stax, ce qu'on peut faire, c'est afficher les versions d'un même shot. Donc là, il n'y en a qu'une. Et les comparer en côte à côte, par exemple. Donc là, je peux voir que la version précédente, je les joue côte à côte pour me rendre compte des modifications qui ont été faites. Je retourne au début, je me rends compte qu'à droite, sur l'écran de droite, un dessin a été fait indiquant une correction sur les sourcils qui a été faite dans la version actuelle. Voilà, ça me permet de vérifier ce genre de choses. Il y a aussi des comparaisons par des modes de fusion, donc le mode d'opacité, voilà, qui est le mode par défaut, mais on peut aussi faire avec un mode de différence ou
un multiply, voilà, qui sont des outils de base de comparaison. Il y a beaucoup plus de modes dans Blender, mais là, on a simplifié au plus simple par rapport aux besoins qui ont été demandés. Et là, il y a un mode de wipe aussi qui permet de comparer en volée. Voilà, donc après, on range les versions et on retourne à la timeline générale. Voilà, mais du coup, quand on a comparé, quand on est CGSup, qu'est-ce qu'on fait, Jean-François? Alors, une fois qu'on a comparé, on n'a qu'une envie, c'est de dire bah, c'était mieux avant, ou bien non, en fait, ça va toujours pas. Et donc, de mettre des retakes, de mettre des notes. Et pour ça, Stax, en fait, a une philosophie que je trouve vraiment intéressante, c'est qu'on a mis en place une session de review. C'est-à-dire qu'au tout début, Stax, quand on faisait une retake, on faisait juste sur un plan, on fait une retake, puis on l'envoie, et ça l'envoie sur Shotgun, ou ce cas, ça la publie. Là, on se retrouve maintenant avec une session de review où on va pouvoir démarrer une session, on fait les retakes, on les édite. On peut dire, tiens, en fait, j'en ai mis trop là, pas assez là, je vais la changer ici. Et une fois que tout ça, ça fonctionne, on envoie sur le prod tracker. Donc ça permet à nos sup de layout, par exemple, de vraiment voir l'épisode complet avant de dire, bon, c'est bon, mes raccords, etc., avant d'envoyer. Ça, c'est vachement pratique. Alors moi, j'ai une question. Alors, je ne parle pas des retakes qu'on peut faire en équipe quand on est en cours de fabrication, mais je parle des retakes par rapport au client final. Ouais. Est-ce que ça vous a permis d'abaisser le taux de retake Je pense que Ou vous ne l'avez pas encore mesuré? On a pas assez de recul, je pense. C'est peut-être pas le but en lui-même, en fait, d'abaisser le taux de retake global. C'est plus de une meilleure fluidifier les communication. chances. Alors peut-être qu'une meilleure communication va à terme baisser le taux de retake. Ça, on pourra le dire au prochain radis, par exemple. Avec plaisir. D'accord. On ne sait pas là-dessus, on n'a pas assez de recul. Parce que dans un certain nombre de contrats, il y a évidemment des taux de retake maximal admissibles par la production et des choses comme ça. Ah bah oui, mais ça a des incidences financières très directes. Alors ça, c'est plus avec Shotgun ou avec les prod trackers où ils vont faire des pourcentages là-dessus. Tout à fait. Mais par contre, un truc qui peut être intéressant. Pardon. Justement, ma question c'était, on va dire, cette nouvelle compétence et agilité sur la partie fabrication, est-ce qu'elle permet, on va dire, d'avoir moins après de corrections à faire en fait? Bah, je pense que par ricochet, oui, ça sera le cas. Mais ça n'a pas été mesuré. D'accord. Mais j'ai bien compris que pour une prochaine session des radis, on pourrait avoir des ça comme ça. Pour revenir sur l'interface, aussi d'ailleurs pour le suivi, pour la production, il y a un truc qui est intéressant, c'est que comme on voit les plans dans leur longueur, on voit aussi du coup le taux de retake visuellement, c'est-à-dire que c'est un grand plan qui est en retake et prend plus de place visuellement qu'un petit. Donc là, par exemple, les couleurs qu'on voit là, on voit qu'on change les statuts dans Stax, ça correspond au statut de validation des médias. Et donc, d'un coup d'œil, quand j'ouvre mon montage, je peux voir, ah tiens, j'ai beaucoup de rouge ou pas beaucoup de rouge. Plus que j'ai 4 shots, mais je vois que j'ai beaucoup de shots à revoir, des shots qui sont très longs, plus lourds. Donc le suivi de production aussi, et je sais que ça s'utilise aussi des fois par les chargés de prod pour voir un peu où on est l'épisode. Puis on a beaucoup d'orange, c'est qu'on a beaucoup de retake, de review à faire, et donc voilà, il y a beaucoup de travail. Donc voilà, on peut faire des notes, mais Félix, de quels outils dispose pour faire des notes? Eh bien, Jean-François, merci de poser la question. En fait, Stax met à disposition donc les outils de base de Blender, mais surtout, il s'appuie sur les outils de dessin de Blender qui sont très intéressants. Donc, la 280, c'était la révolution du Grease Pencil que tout le monde attendait comme n'importe quelle chose mythologique. Et du coup, Stax propose 2 modes d'annotation dessinée. Donc, il y a l'outil de base dans la preview, comme Blender propose, qui est l'outil d'annotate. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a une image qui a sauté, il y a une passe qui a sauté. Donc là, en tant que superviseur, je peux faire un petit dessin en disant bah alors il manque une image. Comme c'est de l'édition vectorielle, le bleu ne se voit pas très bien là sur cette image. Je peux choisir la couleur à voler, éventuellement faire des calques et changer l'épaisseur. Donc voilà, ça c'est l'outil Grease Pencil qui permet ça. Et il y a une version de mode de dessin avancé qui là pour le coup utilise tout le Grease Pencil de Blender, voilà, avec la possibilité du coup de faire du dessin à la tablette facilement. Il y a l'onion skinning que vous voyez les images rémanentes des dessins précédents, qui permet de créer les keyframes. Ça c'est super pratique pour la supervision d'animation, parce qu'on a besoin de faire des trucs plus poussés comme ça. Et le Grease Pencil étant vectoriel avec des points, on peut très bien éditer les dessins, les rescale, les dupliquer, les modifier, des choses comme ça. Donc ça facilite vraiment
le processus, surtout quand il y a beaucoup de, surtout un plan, des outils qui n'ont pas du tout Shotgun par exemple, où c'est que du raster, et l'image pixel, et c'est très compliqué de revenir sur un dessin qui a été fait, sauf de l'effacer et de recommencer en fait à partir de zéro. Voilà, donc ces outils-là ont été très prisés. D'ailleurs, il y a un petit point qui n'est pas vu dans la vidéo, mais Stax permet aussi un import-export vers des logiciels raster, donc vers Photoshop, pour faire ses notes directement dans Photoshop, pour ceux qui ont plus l'habitude ou pour des fois, Quand on est sur une image, on peut juste dire éditer cette image dans Krita si on a envie, et hop, ça l'ouvre dans Krita. Voilà. Et les commentaires. Bah oui, les commentaires. Comment on fait des commentaires Comment on fait des commentaires dans Stax écrit? Est-ce qu'on peut le voir? On va le voir. Parce que donc les dessins c'est bien, mais des fois il faut quand même un petit peu rédiger, hein, juste la tête qui manque, et on peut dire bah voilà, là donc une tête de commentaire vient de s'ouvrir, le superviseur annonce que le visage disparaît, c'est un superviseur qui est très alerte, il a bien vu. Il a bien vu, hein, c'est pour ça qu'il est superviseur, c'est lui le chef, il y a une bonne raison. Il va dire de quand à quand, parce que dans les commentaires de Stax on peut donner une durée pour un commentaire, on peut dire de quel frame à quel frame il y a un problème. Donc là il va indiquer la zone sur laquelle il y a un souci, il va pouvoir vérifier, voilà, comme ça, c'est la zone qu'il a choisie, donc c'est bien là que le visage manque. Effectivement, c'est vraiment un bon superviseur. Il envoie son message, il envoie son commentaire, et là on est dans l'interface de l'artiste, enfin, c'est la même, hein. Il rafraîchit, il voit apparaître le commentaire, et il va pouvoir y répondre là-dedans. Donc il vérifie aussi sur quelle zone de temps ça apparaît, effectivement, et il peut répondre. Et quand il publiera lui aussi sa réponse, ça apparaîtra pour les autres. Et donc, on voit qu'on accède donc aux images 3D. Est-ce qu'on peut accéder à d'autres types de contenus? Par exemple, si jamais j'ai numérisé un storyboard ou Tout à fait. un découpage. Tout à fait. Je peux avoir accès à des données bien plus amont Ouais. pour voir si je corresponds. En fait, là, ça ne va pas dans la démo non plus, mais on voit, c'est marqué layout, anime final et rendu. Ah, d'accord. Et c'est marqué en petit en bas à gauche. Et en fait, on a aussi excuse-moi, l'animatique. Mais je t'avoue que depuis la distance, ça va. On a il faut traditionnellement, l'imaginer. on met toujours l'animatique en dessous. On est à les pistes de son. Et on peut avoir autant d'étapes de travail qu'on veut. D'ailleurs, c'est de là dont Stax tire son nom. C'est l'empilement des étapes de travail. C'est un jeu de mots avec les stacks et un peu un hommage à Stax, la boîte de label musical. Voilà. Et Eh ben, on a à peu près fini, mais c'est formidable. Alors, il nous reste plus beaucoup de minutes. Hein. En fait, on n'a plus du tout les 10 qu'on avait prévus pour l'échange à la fin. On va plutôt être dans du 4-5. Donc, ça va être encore plus intense. Juste annoncer un truc important, je pense. Oui, parce que du coup, le projet, nous, là pour l'instant, il n'est pas ouvert, mais c'est complètement l'objectif. Et courant février en tout cas, on a décidé d'ouvrir le code. Et il y a déjà d'autres studios qui ont participé au projet, comme Ubisoft Animation Studio, Supamonks et The Yard, qui en interne, confidentiel, ont un peu participé au projet. Et du coup, là, l'ambition, c'est qu'en courant février, donc jusqu'au 26-27, pour l'ouvrir, qu'ils soient un peu plus. Et ça sera quoi sur GitHub? C'est GitLab, ouais, c'est un GitLab. On a un Discord déjà entre nous, pour l'instant, qui est entre nous. Et voilà, tout le monde est la bienvenue. On sera ravis de vous recevoir. Ah bah, on viendra voir avec plaisir. Bah justement, est-ce que ça vous donne envie de collaborer entre studios? Oui, c'est clairement. Mais on avait vaguement participé à des sessions antérieures avec vous, il me semble. Une présentation de Stax. On avait vu ça au moment où on cherchait des partenaires, mais c'est vrai qu'on a un petit peu restreint le nombre de partenaires pour avoir ça se comprend, hein, au début pour avancer. Mais là maintenant, ça va s'ouvrir complètement et il n'y aura pas de souci. Vous utilisez des solutions de review? On a un truc qui fait 1% de ce que fait Stax, mais qui est basé sur Blender aussi, qui permettait un peu de faire ça. Ça a marché un temps, je crois que ça marche plus aujourd'hui. Et 0%. Donc maintenant 0%, effectivement. Et on utilise CGWire, enfin la solution de CGWire qui s'appelle Kitsu, qui a un module de review qui est proche de ce que peut faire Shotgun, je pense, etc. Mais qui est vectoriel pour le coup. Et du coup c'est ça aujourd'hui qui nous sert de reviewer. Ouais. Mais effectivement, avoir quelque chose en interne avec ce système de version, tout ça, c'est très intéressant. Une des premières choses, Stax a une philosophie de linker, c'est-à-dire que tu peux relier n'importe quel production tracker, donc Shotgun, Kitsu, etc. Et de base, Félix a prévu de le fournir avec un exemple de linker qui est pour Kitsu.
Ah bah, C'est super. un objectif, il n'a pas été maintenu, je ne sais pas où il en est, mais je sais que Damien Courreau qui oui. travaillait pour Ubisoft voilà, qui travaille pour Ubisoft actuellement, l'a repris en main et donc je sais pas trop où bien. ça en est, mais en tout cas ça avance dans ce sens-là et moi j'espère qu'il y aura un linker de base pour Kitsu. Ah bah oui. Alors, je vais changer un tout petit peu la règle du jeu, parce que grosso modo, il va nous rester 2 minutes, donc 1 minute de chaque côté. Très bien. Vous, vos objectifs chez Cube sur les prochaines briques à développer autour de Blender, vous avez des... On est en passe d'essayer de passer sur la 2.8, 2.9 justement. Donc on a plein de projets de série qui arrivent dans le temps là, et on en a identifié un sur lequel on aimerait pouvoir passer les choses sur Blender 2.8. Donc en gros c'est une super occasion. Déjà à l'époque où on est passé sur Blender 2.7.9, c'était l'occasion de revoir le pipe. Parce que c'est aussi ça, c'est l'ardoise vierge qui est super confortable de se dire on se débarrasse de la dette technologique, on garde que ce qu'on a capitalisé comme savoir et pas comme code. Et là on va refaire un petit peu la même chose, plus ou moins, en se disant que on va récupérer ce qui est intéressant en code pour essayer de le migrer sur la 2.8, refaire les choses qui méritent d'être faites, et surtout se reposer toutes les questions, tous ensemble avec les superviseurs et la R&D, sur qu'est-ce que la 3D chez Cube et comment on modélise ça sous forme d'outils. Donc on a une super année devant nous concernant ça. Et puis Swan toujours qui va travailler. Et c'est qu'est-ce que la 3D chez Cube ou chez Xilam? Bah justement, le fait qu'on appartienne au groupe Xilam maintenant, des discussions sont en cours. Après, nous, en tant qu'équipe R&D de Cube, on a des questions propres à Cube, mais le dialogue est complètement ouvert et justement, ça va donner lieu à des échanges encore plus intéressants, je pense. Très bien. Alors, du côté Superprod. Par rapport à Blender de manière générale. Ouais, ou même vos objectifs par rapport à ce que vous avez envie de développer en open source, que ça soit Blender ou autre. Stack, c'est une première étape. Il y a un autre projet qui s'appelle Flow, qui va être présenté après. Voilà. Tout à fait. Mais j'en parle pas parce que je ne peux pas en parler, dans le sens où je ne suis pas compétent pour le faire. Mais nous, déjà, Stack, c'est un premier pas dans l'open source et dans le... Ok, c'est un peu un POC, une preuve que ça peut marcher. Et donc, voilà, on va déjà essayer de mener ce projet-là à bien. Et pour Stax, les objectifs, les objectifs, c'est satisfaire tous les départements du studio. Donc déjà sur de la 2D, donc les images rendues. Et après, un truc qui est complètement envisageable, c'est pouvoir directement faire de la review sur de la 3D, sur des assets, sur des scènes. C'est l'étape d'après. Bon, d'abord, on va essayer de faire un truc bien solide pour la 2D. Et après, dès qu'on pourra, on fera de la 3D. C'est complètement dans les tuyaux à long terme. Très bien. Eh ben, merci. J'ajoute juste avant de clôturer cette session, puisqu'on est limité à 30 minutes, que je vous recommande vivement d'aller voir. On va avoir une autre session avec Pauline Augrin du CNC, avec un nouveau type de dispositif pour aider au financement qui s'appelle Choc de modernisation. Et je pense que ces projets-là, pour vos deux studios, c'est des choses qui sont, je pense, totalement éligibles. Et donc, je vous encourage à aller lire sur le site du CNC cet appel, mais surtout à écouter la prochaine session qui va être sur ce sujet. Voilà. Merci à vous d'être venus. On a pu refaire un peu de collectif dans cette période un peu étrange et compliquée. C'est très chouette. Merci. Cube, Superprod. Merci beaucoup. Et à bientôt. Bonjour, eh bien, nous nous retrouvons pour maintenant poser quelques questions à nos intervenants. Je pense que nous allons commencer par Valentin. Valentin, à toi. Salut, merci beaucoup, on est super content de participer au RADI, même virtuellement, et on a hâte de pouvoir discuter de ça en direct, presque live, avec vous. Très bien, nous avons également donc Swan en ligne. Swan. Salut. Merci beaucoup de nous donner l'occasion de discuter autour de ces sujets qui sont tous passionnants durant ces radis qui se passent absolument merveilleusement. Oui, cet après-midi, on a vraiment l'open source était vraiment à l'honneur. Et donc, c'est Jean-François qui va prendre la parole à la suite. Jean-François, tu m'entends? Allô, est-ce que tu as bien activé ton micro? Merci beaucoup de nous avoir invités. Oui, moi je t'entends.
Ah oui, alors c'est un peu haché, hein, donc il y a peut-être un problème de connexion de micro. Bon, écoute, c'est pas grave, ça va se remettre, j'espère. Et donc, nous avons aussi Félix avec nous. Bonjour Félix. Bonjour. Voilà. Merci de nous donner l'occasion de discuter autour de ce sujet. Et puis, on a passé une très bonne table ronde et très riche sur les partages d'expériences et de projets qui nous intéressent. C'était très riche, très intéressant. Bon, bah, c'est bien, alors vous partagez tous le même avis, c'est parfait. On va pouvoir rentrer dans la session des questions-réponses. Je suis également avec Véronique. Alors peut-être, puisque à première vue, il y a peut-être un petit souci sur le flux, je ne sais pas. Voilà, alors on va par une première question que j'avais envie de vous poser. Moi, je pense que vous avez peut-être pu assister à la présentation de David Morin qui était avant, de l'Academy Software Foundation, et aux États-Unis qui s'est spécialisé justement pour mettre en place des outils, que ce soit des outils pour faciliter les développements collectifs, collaboratifs, mais aussi des outils juridiques. Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'il faudrait utiliser des plateformes qui permettraient aux studios français de pouvoir collaborer directement sur des outils qui interviennent pour l'animation, les VFX, le cinéma? Je sais pas, Valentin, tu peux commencer? Ouais, si tu veux. Oui, c'est super intéressant. C'est une initiative qui est vachement chouette, je trouve. Déjà de base, que ça existe, que des studios aient pris à leur charge le fait d'essayer de dialoguer entre eux, de fabriquer des standards dont nous, on a pu bénéficier après. C'est top. Qu'après, effectivement, l'étape d'après, c'est celle-là. C'est celle où ça devient une organisation à part entière et qui... Enfin, l'idée que les studios font don de leur projet à cette fondation, je trouve ça super, quoi. Après, ça devient un projet qui vit après le studio et pour la communauté entière du VFX et de la 3D, c'est super chouette, ouais, effectivement. Est-ce qu'il faut faire une version française, européenne, ou est-ce qu'il faut essayer de se greffer à ça? J'ai pas de réponse, par contre. Voilà, ouais, oui, mais ça peut être aussi un débat dans les organisations et dans les entreprises dans les mois qui viennent. Il y en a un de vous qui a un point de vue différent? Je pense que tous ici, on espère que les collaborations entre studios se multiplient. Voilà, je ne sais pas si le secteur est mature à ce niveau-là. Parce en tant que technicien, nous, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. Après, c'est au niveau des productions que ça se joue et des personnes qui décident de quel projet ils adoptent, quelle technologie ils décident de mettre en avant. Et ça, là-dessus, nous, on a beau pousser dans ce sens-là, on peut pas le forcer dans tous les sens. Donc, on encourage très fortement, forcément, à que ça arrive. Après, voilà, il faut que tout le monde veuille s'y mettre pour que ça puisse bien se faire et surtout se faire dans de bonnes conditions. Oui, alors il faut peut-être qu'on trouve quel organisme en France ou comment on peut collaborer avec eux. Il faut qu'on travaille le sujet. Et je pense que des dispositifs financiers pourraient soutenir cette-là, et notamment les dispositifs du CNC, hein, que ce soit le RIAM qui a déjà été utilisé par certains des studios, et on verra un exemple à la suite, mais également peut-être l'appel choc de modernisation qui va nous être présenté tout à l'heure par Pauline Augrin, pardon, du CNC. C'est justement des collaborations qui peuvent nous permettre d'être plus performants en étant dans un collectif. Voilà. Alors Véronique, tu avais des questions aussi? Oui, moi j'ai des questions pour Swan. On voudrait savoir jusqu'à quand on peut participer à ton aventure. Comme tu proposes, tu mets 2 liens à la fin de ta présentation pour venir te rejoindre, donc enfin vous rejoindre. Donc on voulait savoir jusqu'à quand c'était possible. Alors il faut savoir que c'est un projet qui se veut libre dans tous les cas, donc il n'a pas de durée déterminée vraiment. Après, les sessions publiques actuellement, pour l'instant, se déroulent 2 fois par semaine. Il n'y a pas de date de fin particulière. Après, il faut voir quelle place ça prendra à la fin de mes travaux de recherche. Il faut savoir que je termine ma thèse CIFRE dans environ 7 mois. Du coup,
à voir comment ça continue, mais je pense que ça continuera à se développer. Et l'idée, c'est que il y a quelque chose qui s'est mis en marche. En fait, il y a un phénomène un peu de... Il y a vraiment quelque chose qui a fait que la communauté, en fait, va continuer à s'investir et il y a des gens qui continueront après aussi également à s'investir dedans. Et moi, je pense que, pour l'instant, il n'y a pas de date de fin, a priori. Voilà. Très bien, c'est parfait. Tu parlais aussi d'un poste de superviseur ou de personne qui soit là un petit peu pour coordonner tout ça. Est-ce que d'après toi ou d'après vous, en fait, puisque vous avez tous suivi le projet pendant la présentation, ça demande une formation particulière ou est-ce que ça peut être des gens qui font déjà de la supervision, pardon, en ce moment dans leur poste tel qu'ils le font, ou est-ce que ça demande quelque chose d'autre, de particulier? Alors, dans notre cas, en fait, on a eu plusieurs cas de figure. Et donc, pour les essais qu'on a fait, pour les expérimentations qu'on a menées à Cube, généralement, c'était des superviseurs qui prenaient cette responsabilité-là. Mais dans les expérimentations publiques, en fait, ce qui se passait, c'est que c'était soit moi, soit éventuellement, c'est arrivé qu'il y ait des artistes, en fait, qui révèlent un peu un don pour ça. Ça doit être de toute façon quelqu'un qui doit avoir la double casquette, à la fois artistique, parce que l'idée, c'est pas d'avoir quelqu'un qui soit à plein temps sur ça, mais qui puisse également profiter à la création de la scène. Et donc, quelqu'un qui puisse en même temps garder un œil sur la direction que prend la session de création. Du coup, ça dépendra vraiment du contexte, je pense. D'accord. Du contexte, que ce soit déjà le fait que ce soit une équipe interdisciplinaire ou une équipe spécialisée, ça va faire une grosse différence. Et puis ça dépendra surtout aussi de la quantité de personnes qui participeront à la session. Donc si jamais il y a une grosse équipe si jamais on est autour de 9 personnes, et ben là il faudrait quelqu'un qui soit superviseur à la base ou qui soit lead, je pense. D'accord. Stéphane, tu avais d'autres questions? Oui, je crois que par exemple, dans vos studios respectivement, je vous avais laissé juste 2 minutes à chacun pour compléter vos projets. Et ben là, on va également, comme on va devoir conclure dans pas longtemps, est-ce que justement, chacun, et pour Cube et pour Superprod, vous avez je sais pas, un souhait à énoncer ou une collaboration à proposer? Je pense, s'il y a une collaboration, c'est de toutes et tous de venir, là, comme on a 2 projets open source qui sont soit déjà en ligne, soit dans pas très longtemps pour le nôtre, la collaboration interstudio, elle est vraiment ouverte à toutes celles qui veulent venir. Après, entre les studios, entre eux, de manière officielle, je sais pas si quelque chose peut être fait, mais ça c'est beaucoup moins de de mon ressort en tout cas. Voilà. François. Un point important pour Stax, qui est autour d'un format d'open review, ORIO, et même si l'impression que c'est peut-être pas forcément intéressant de collaborer avec le logiciel de review lui-même, Stax, ça peut être aussi intéressant de créer des ponts, des logiciels de review faire open review et articuler la créativité entre les deux. Je crois plus à l'open source autour de formats d'échange, autour de logiciels en eux-mêmes. C'est comme ça que beaucoup de formats ont fonctionné jusqu'à maintenant. Je rebondis sur ce que tu dis, Jean-François, parce que je crois qu'on t'entendait pas bien. Donc je vais le répéter. En fait, pour Stax, on a développé un standard d'échange de review qui s'appelle OpenReview.io, donc inspiré de OpenTimeline.io, qui permet de standardiser les informations contenues dans la review, donc le média, les notes textuelles, dessinées, tout ça, qui est un standard qui est développé en parallèle de Stax pour garantir l'interopérabilité entre les outils. Et Stax est basé à 100% dessus.
Et l'idée, c'est d'écrire et de lire que dans un seul format standard, et pour que après tous les outils puissent se brancher dessus et éventuellement partager des reviews sur des médias entre eux. Voilà. Il y a un super cas d'usage pour ça. Nous, par exemple, on utilise Kitsu de CGWire. On s'en est servi dans un premier temps comme interface avec nos clients. Si ils venaient à intégrer ce format de review partagé, on pourrait avoir nos reviews internes et celles des clients et les faire passer entre les deux plateformes, entre un Stax qui serait on-premise chez nous et les choses qui servent que aux clients qui veulent vérifier que les images finales, par exemple. Donc c'est effectivement clairement sur ce genre de sujet qu'il y a des collaborations à fabriquer et des pistes à creuser, je pense. Ouais, c'est juste. Très bien. Bon, bah écoutez, est-ce que vous avez encore des choses à communiquer? On arrive juste à la fin, là. Il reste, ouais, moi, je voulais juste vous faire part d'un commentaire de Céline Durieux, qui est directrice de production chez Folivari, qui dit « Je trouve les recherches de Swan hyper intéressantes pour pallier le lien social induit par le télétravail. » Voilà. Ça donne de super pistes de réflexion. C'est bien. Pardon, je t'ai coupé. Ah bah, non, mais c'est sûr que les nouvelles conditions aujourd'hui de travail à distance, voilà, vont probablement dans les années qui viennent, il y aura des évolutions dans la manière d'organiser la production et aussi des évolutions et probablement que les modes collaboratifs vont devenir de plus en plus présents. Ça, c'est voilà, je pense que. Mais alors, dans vos projets, mais également, si j'ai bien compris, sur Blender, aussi la fondation Blender qui a aussi des visions là-dessus aujourd'hui. Alors, je pense qu'on aura peut-être plus d'informations d'ici les prochains radis qui se tiendront cette année voilà, et où on pourra revenir sûrement sur le sujet. Bah écoutez, je pense, à moins que vous ayez encore une dernière petite intervention. Je vais ajouter, Swan et Valentin ont partagé des endroits où venir rejoindre leur projet à la dernière, pendant l'intervention. Nous, on l'a pas fait avec Jean-François, donc je vais poster sur le chat le Discord de Stax, même si le projet n'est pas encore accessible à 100%. Si jamais vous voulez vous tenir au courant de ce qui se fait et tout, je vais mettre le Discord, le lien, et vous pourrez vous rejoindre pour une information. Alors attention, parce que sur le chat, on a l'impression avec Véronique qu'on peut pas mettre de net. Voilà, il doit y avoir une sorte de protection de sécurité. Donc, je sais pas, trouve un moyen pour l'exprimer sans que ce soit sous la forme d'un. Je vais décrire les caractères un par un. Et voilà. Peut-être en mettant un espace entre chaque, je sais pas, ça fera un jeu de piste. Ouais, j'ai essayé de mettre les liens que vous aviez mis sur votre présentation, Swan et Valentin, mais je crois que ça n'est pas passé sur le chat, donc. Ok. Au cas où. Bon, bah, je vais regarder ça, mais je vais essayer en tout cas. Ah, merci beaucoup. Écoutez, merci à vous, et puis nous, on va continuer ces sessions de conférence. Oui. On va avoir une présentation, Véronique, juste derrière. Voilà. Voilà, présentation de Flow par Christophe Archambault. Donc, restez avec nous.